trop beau quoi. Yeah. Salut les amis, aujourd'hui nous sommes dans la ferme la plus rentable au mètre carré de France et j'ai l'honneur d'être accompagné avec son fondateur, Tom. Comment ça va Tom? Ça va et toi? C'est une belle introduction, merci. Je t'en prie. Ta ferme, elle s'appelle Une Ferme du Perche. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la ferme du Perche, ses origines, pourquoi tu as fait ça? Et aussi, juste avant, j'aimerais préciser un truc, c'est que Tom, je pense que tu es un des agriculteurs les plus jeunes que je connaisse. Ah ouais? Ouais, Tom, tu as 28 ans. 28 ans. Ouais. Et tu as monté cette ferme il y a combien de temps? Bah écoute, on a commencé en fin 2018, donc ouais, j'avais 23 ans. On a cofondé cette ferme avec mon père. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'a permis de me lancer jeune aussi parce que c'est un entrepreneur, il avait le recul, etc. Et on a aussi été accompagné par l'agriculteur québécois Jean-Martin Fortier. Si je peux me permettre, Jean-Martin Fortier qui est un petit peu la star des maraîchers. Hein. Je veux dire, quand on aime le maraîchage, généralement on a un poster de Jean-Martin Fortier au-dessus de son lit. Juste avant que tu parles de Jean-Martin Fortier, tu faisais quoi avant toi? Moi j'étais dans la communication. Bah après j'ai pas beaucoup été dans la vie active parce que j'ai vite fait la ferme. Ok. C'est ça mon bagage. T'as grandi où? Moi j'ai grandi à Paris. Ok. À Paris, ouais, dans le 18e arrondissement. Excellent. Mais on avait une maison, enfin on a toujours la maison, en face de la ferme et on venait ici tous les week-ends. Donc je connais déjà bien la région et tout. Donc c'était plus facile pour moi de venir ici. Trop cool. Bah vas-y, on marche un peu et puis tu nous racontes un petit peu l'historique, comment ça s'est passé. Ouais. Donc ça a commencé en 2018 cette histoire. C'est ça, ouais. Moi j'avais envie de faire un travail qui avait du sens. Je suis un peu hyperactif, alors pas autant que toi, mais je suis pas mal. Il fallait que je sois dehors, quoi, tu vois. Ouais. Sinon j'allais péter les plombs. Et donc bah là ça m'a un peu calmé, ouais. Ok. Comment c'est venu du coup le déclic? Bah écoute, moi c'est un peu comme pas mal de gens, j'ai regardé le film Demain et dedans il y avait un petit reportage sur la ferme du Bec et Loin. On en profite pour faire un petit bisou à Cyril Dion s'il nous regarde. Ouais, bisous Cyril, bisous Perrine, bisous Charles, merci de nous avoir inspirés. C'est clair. C'est vrai que Demain finalement, c'est le premier film sur l'écologie qui nous a donné de l'espoir. En tout cas moi, ma génération d'écolos, c'est le premier film où on s'est dit putain mais viens on se bouge le cul vraiment quoi, on peut changer le monde. Ouais, parce que c'est vrai que c'est positif, tu vois, alors que parfois tu as des discours qui sont un peu alarmistes où là tu es paralysé, alors que là vraiment tu avais l'impression que tu pouvais changer quelque chose, quoi. Et donc ça m'a beaucoup inspiré et par la suite j'ai connu Jean-Martin au Québec, par hasard. On a démarré la ferme donc fin 2018 pardon. Jean-Martin est venu sur la ferme, on lui a demandé s'il était chaud pour nous aider et il a dit oui parce que lui il adore la France. Ok. En fait, ces méthodes de culture-là, elles proviennent des maraîchers parisiens du 19e siècle. Et donc lui, il adore cette culture, tu vois, de la gastronomie, du légume, etc. Il avait envie d'avoir une ferme en France qui représentait ces techniques de travail. Et donc il a pris une bêche, il l'a mis dans le sol. Il a dit, si je trouve des vers de terre, là, comme il dit, si je trouve des vers de terre, je t'aide. Et du coup, il a ramassé 10 vers de terre et voilà, et on l'a fait. Du coup, la question, c'est comment t'as fait pour qu'il accepte de venir chez toi? Il avait envie d'avoir vraiment une ferme qui représente ses méthodes de travail. Il a parrainé plusieurs fermes. En France, on n'est pas la seule. Mais si tu veux, nous, on a vraiment appliqué ces techniques. Et aujourd'hui, on arrive à... Enfin, la ferme fonctionne vraiment bien. Et du coup, forcément, Jean-Martin, il est content parce que bah, c'est un succès, tu vois. Donc il vient, on fait des conférences, on va faire des formations bientôt pour essayer d'essaimer ce modèle qui est vertueux d'un point de vue économique, mais aussi social et écologique, quoi. Alors on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Quelle taille elle fait, cette ferme? Quelle superficie vous exploitez? Combien vous êtes à travailler dessus? Et quel chiffre d'affaires vous arrivez à faire? Alors la ferme, elle fait 1 hectare de culture. Ouais. Mais si tu enlèves les passages, ça fait plus que 6500 mètres carrés. On embauche 6 personnes à l'année, dont moi, ça fait 7 personnes qui travaillent, qui vivent grâce à cette ferme. Et on a fait 250 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. Et on va sûrement faire 300 000 cette année. Voilà. Bah déjà bravo. Bah merci, écoute, on est content. Bah, c'est grâce aussi à toutes les équipes. On arrive à créer une bonne synergie de groupe et à bien bosser ensemble, donc c'est chouette. Et du coup, comment tu l'expliques ça, que vous arrivez à faire autant de chiffre d'affaires? Si tu veux, ici c'est du maraîchage biologique sur petite surface, tel que Jean-Martin Fortier l'a démocratisé, donc notre mentor, l'agriculteur québécois. C'est des méthodes qui sont inspirées des maraîchers parisiens du 19e siècle qui cultivaient sur une surface très restreinte et qui faisaient beaucoup de rotations sur les mêmes planches de culture chaque année. Et donc c'est grâce à ça qu'on arrive à faire un tel chiffre d'affaires parce qu'on fait beaucoup de légumes à l'hectare si tu veux. On a une densité qui est 3 fois supérieure à une ferme traditionnelle. Les oignons là ils sont tous serrés quoi. Les salades c'est pareil. Alors les salades ouais, elles poussent très proches les unes des autres. Hein. Et ce qui est génial tu vois c'est que d'un point de vue écologique ça va créer une canopée, donc un microclimat. Ouais. Tu as besoin de moins de les arroser parce que tu as moins de surface à nu, donc tu as moins d'eau qui est utilisée. Tu économises de la surface agricole.
Mmh. Donc ceux qui nous critiquent parce qu'on met beaucoup de fumier, beaucoup de fertilisation, bah en fait, ok, sauf que grâce à ça, il y a des terres agricoles qu'on n'utilise pas. On peut mettre des forêts, on peut mettre des prairies permanentes pour vraiment booster la biodiversité, etc. Niveau fertilisation, qu'est-ce que vous mettez exactement? Comment vous amendez votre sol, vous? Ouais. Bah écoute, on lui demande beaucoup à notre sol, hein. C'est normal, le légume, les gens ont tendance à l'oublier. Dans l'écologie, souvent on dit oui, les légumes c'est écologique, etc. Mais c'est pas vrai. Les légumes c'est très 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 gourmand. On mangeait pas de légumes avant, tu vois, on se nourrissait de blé, de viande, etc. Mais les légumes ça a apparu au 19e siècle, au 18e siècle, tu vois. Vu que nous on fait 3 rotations sur une même planche, donc c'est des planches permanentes qui bougent jamais, bah forcément il faut qu'on fertilise. Donc on va mettre des bouchons de fumier de poule. Donc tout ça c'est bio, c'est organique, mais ça reste des trucs industriels, tu vois, entre guillemets. Et après on met pas mal de compost. Et on essaye de travailler de plus en plus avec les engrais verts. Donc ça c'est juste des plantes que tu fais pousser sur ton sol, que tu vas broyer et qui vont nourrir le sol. Donc ça c'est très vertueux, mais il faut arriver à l'intégrer dans ta rotation. Donc on n'en est pas encore là. Cette année on va mettre ça en place dans la serre. Et ensuite, petit à petit, on va faire ça sur vraiment tous les jardins de la ferme. Est-ce que tu pourrais vulgariser pour les gens? Parce que tu as dit, on fait 3 rotations sur une même planche de culture. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce qui est bien ici, c'est que c'est optimisé et standardisé. C'est-à-dire que ça fonctionne toujours pareil. Donc c'est des blocs de 10 planches. Donc là, tu vois, on a fait une série de ce qu'on appelle des salanova. Donc c'est des salades qui sont exprès pour le mesclin. Là, tu vas avoir 6 planches. Et ensuite, tu vas avoir 4 planches de courgettes. Donc ça va faire ton jardin. C'est comme une espèce de Tetris. Et si tu veux, avant qu'il y ait des salanova, là, il y avait des betteraves, des oignons et des fenouils. On les fait en séquence, ça grandit ensemble, et ensuite on les scrape, on les récolte, et on met une autre culture. Après les salanova, je ne sais pas ce qu'il y aura, tu vois, je peux te dire n'importe quoi, il y aura peut-être, j'en sais rien, moi, des melons avec une serre, ou alors plutôt des semis directs, donc de la moutarde, de la roquette, etc. Et tu vois, sur une année, on arrive à faire 3 cultures par planche. Sur la même ligne finalement. Sur la même ligne. Exactement. Voire 4. Les maraîchers parisiens, ils étaient à 6 ou 7, je crois. Hein. Bon, après, ils mouraient à 45 ans, ils travaillaient 18 heures par jour, etc. Tu vois. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça. Ouais. Il nous l'a dit en arrivant et on a tous été choqués. Vous avez une loi ici, a priori sur le travail, c'est quoi? On fait les 35 heures. Enfin, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir dans la tête de se dire, on commence à l'heure, c'est très important, et on finit à l'heure. Donc c'est 8h30, 16h30 ici. Mais ça veut dire qu'à 16h30, tous les outils sont rangés, tout le monde a fini de bosser. Parce que nous, on considère qu'après 7 heures ou 8 heures de travail physique dans un champ, t'es plus trop efficace. Par contre, c'est 7 heures où on va vraiment cravacher, tu vois. On va courir, on va bosser, on va bosser, on va bosser. Mais c'est vrai que ça fait que quelques heures que je suis là, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins 200 personnes qui travaillent ici, alors que c'est les 6 mêmes personnes que je croise. Et à chaque fois, je suis là, bonjour, bonjour. Ah, on s'est déjà vu. Ah, pardon. Bonjour, bonjour. Ah, on s'est déjà vu aussi, pardon. Il y a du monde qui court de partout. Parce que c'est très petit. Tu vois, c'est pas des grandes parcelles, etc. Tu vas tout de suite voir quel est le problème sur ta culture. Tu vas tout de suite passer très vite à autre chose, tu vois. Genre là, si ça se trouve, demain, tu vas revenir ici, il y aura plus du tout des salanova, il y aura plus de courgettes, il y aura autre chose, quoi. Ensuite, nous, on fonctionne avec l'annualisation des heures. C'est-à-dire qu'on va travailler plus en été et moins en hiver. Les salariés, ils vont avoir des récup en début et en fin de saison. Comme ça va leur permettre de travailler un peu plus en saison. Donc, on respecte cette loi, tu vois, des 7 heures. Par contre, parfois, on a des récoltes qui dépassent un petit peu, tu vois, ça peut durer 8 heures, 9 heures, etc. Mais on arrive quand même à se cadrer un petit peu. Et ensuite, ils ont des marchés. Enfin, on a des marchés, des astreintes, etc. Mais on dépasse jamais 45 heures par semaine en saison, tu vois. Donc sur l'année, on est 7 personnes à 35 heures. Et alors, tant qu'on est à parler de chiffres et de temps de travail, vous arrivez à vous dégager un salaire à combien? Bah écoute, tout le monde est payé au SMIC ici. Mais ils ont des avantages en nature, c'est-à-dire qu'ils vont habiter sur la ferme. Donc ils sont logés, ils sont nourris avec les légumes de la ferme. On leur paye aussi la nourriture, donc les œufs, le pain. Donc ils ont quand même un salaire qui est plus que le SMIC. Et si tu veux, dans le coin, quand t'as pas de loyer à payer, t'es en campagne, t'es quand même pas mal, tu vois. Très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens regardant cette vidéo à qui tu vas vendre du rêve. Ah ouais. À mon avis, il va y avoir des candidatures. Mais Tu cherches des candidatures ou pas? Bah non, on a beaucoup de Vous avez demandes. déjà beaucoup de demandes, On bah, a tu beaucoup de m'étonnes, demandes, tout le monde a envie de vivre comme ça. Les gens qui travaillent là, c'est des perles, tu vois, on les adore, ils ont un état d'esprit de fou. Et tu sais, le fait de finir à 16h30, bah, ça nous permet aussi de vivre notre vie à côté, tu vois. D'aller boire une bière, d'aller à la pêche, d'aller à l'étang, etc., tu vois. Donc ça, c'est trop bien. Et ensuite, ils sont aussi là parce qu'on leur apprend une méthode de travail. C'est aussi ça dans leur salaire, tu vois. Ils apprennent à travailler
Et on fonctionne aussi un peu particulièrement parce qu'on a un truc qui s'appelle la gestion participative. Donc ils sont tous responsables d'un atelier, tu vois. Donc ils vont tous manager les uns les autres. Donc il y en a un qui est responsable de la serre, un de la pépinière, un des implantations, un des désherbages. Donc ils vont vraiment prendre confiance en eux comme ça, tu vois. Et apprendre à le métier de maraîcher, quoi. Donc tu vois, Victor qui est là-bas, il est en train de faire son tour d'irrigation parce que c'est sa responsabilité. De faire en sorte que tous les semis soient irrigués, que les cultures, elles soient pas en souffrance. C'est un peu comme dans une cuisine, quoi. Il y a chacun à son poste, un peu. C'est ça, mais ça nous permet aussi de travailler en équipe. On va tous travailler ensemble, mais celui qui va gérer le chantier, il va être différent chaque jour. Lundi, c'est la serre, mardi, vendredi, c'est récolte, mercredi, c'est plantation, jeudi, c'est désherbage, pépinière. Du coup, là, je vois que c'est en prairie. Tu fais exprès pour la prochaine planche de culture ici de laisser pousser l'herbe? Non, on va jamais rajouter des planches de culture parce que c'est vraiment des planches permanentes. D'accord. Mais le maraîchage biologique sur petite surface, tu vois, ce qui est génial, c'est que ça te permet justement de laisser de la place à la biodiversité. Donc nous, on a planté beaucoup d'arbres, beaucoup de diversité de plantes. On laisse les prairies spontanées pousser. Comme ça va permettre aux insectes, aux oiseaux d'être là. Si on a perdu 80% des insectes et des oiseaux, c'est pas seulement à cause des produits chimiques, c'est parce qu'on tond, et ça c'est vraiment leur maison et leur garde-manger. Donc tu vois les coccinelles qui vont faire des larves, qui vont manger les pucerons, ils vont être dedans. Enfin, il y a plein d'auxiliaires qui vont être là-bas, enfin là-dedans. Toute la plantation d'arbres qu'il y a derrière, c'est un peu une forêt Miyawaki, non? Non, les plantations d'arbres ici, elles ont été faites un peu à l'arrache. Tu sais, ça n'a pas toujours été aussi carré ici. Ok. Au début, on se marrait bien avec mes copains, je les amenais. L'automne, on plantait les arbres, on déconnait, c'était rigolo. Mais du coup, on savait pas trop ce qu'on faisait. Et on a eu du mal à ce que ça pousse ici, mais c'est une bonne surprise, tu vois. Ça a bien pris, on est content. Parfois, il faut être patient, tu vois. Tu m'as dit que tu avais une serre incroyable. Est-ce qu'on n'irait pas la visiter? Ouais, mais attends, avant, faut que je te fasse goûter un truc de dingue. Oh là là, moi, ça, là, il me prend par les sentiments, les amis. Moi, vous savez que j'aime tout goûter, attention. Hein. Je suis un gros gourmand. Qu'est-ce que tu vas me faire goûter? On a beaucoup de chance, on travaille avec un chef qu'on adore qui s'appelle Michel Bras, qui est un génie des légumes. Vraiment, c'est un pionnier là-dedans. C'est lui qui nous a fait découvrir la laitue asperge aussi. Et ça, c'est des pois croque-tout. Alors, tu connais sûrement les pois mange-tout, ouais. mais c'est pas la même chose. Aïe, 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 aïe. Souvent, les légumes de dingue, ça vient d'Italie, donc ça aussi, ça vient d'Italie. Ah, c'est comme, tu sais, c'est quoi le légume italien que j'aime trop? C'est du brocoli, mais feuilles. Ah oui, le brocoletti. Ouais, le brocoletti. T'en as de ça ou pas? J'en ai pas encore. C'est de la bombe, ça. Ouais, tous les chefs, ils m'en demandent. Ah, j'adore. Tiens, goûte ça. Non, Le zucola. Ça s'appelle zucola, ça? Ouais. Et donc, je le mange comme ça? Ouais. Oh. Ah oui. Ah oui. C'est de la bombe, hein. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah, je suis choqué, les amis. Ça ressemble beaucoup au petit pois, seulement que tu manges la cosse avec et il n'y a pas le fil au milieu qu'on est obligé d'enlever sur les pois mange-tout, en fait, c'est ça? Et c'est plus sucré. C'est plus sucré, ouais. Il y a un côté limite bonbon, quoi. C'est comme les premiers petits pois, tu vois, bien jeunes, là. Je les adore crus comme ça en salade. Ah bah, j'en ai aussi, si tu veux. Oh, 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 il a décidé de me faire plaisir. Regardez-moi ça, comme c'est beau, ça. Et hop, tout dans la bouche. Ouais. De la food porn. Ils sont mais délicieux, genre. Tu sais que je préfère les petits pois que les pois mange-tout. Ils ont un petit goût de noisette. Donc là, Tom, je te remercie, j'ai eu le droit à mon petit goûter. Est-ce qu'on peut passer au parc d'attractions maintenant? Allez, c'est parti. On va en serre. C'est ça que tu veux, hein? Ouais, c'est ça que je veux, exactement. Elle fait quelle taille, cette serre? Elle fait 900 mètres carrés à peu près. 900 mètres carrés. Pow! 1000 mètres carrés, allez. On arrondit. Regardez-moi ça, les amis. Et on est que début juin. Et ce n'est pas chauffé, hein, je précise. Ah, précisons-le, c'est vrai. Ah putain, c'est incroyable! Alors ça, je l'ai jamais vu. Tu fais partir un pied de tomate dans le rang et après tu le fais monter en 2 tiges comme ça. C'est ça, c'est conduit sur 2 têtes, on appelle ça. Ça se voit beaucoup dans les serres chauffées aquaponiques conventionnelles. D'accord. Grâce à ton porte-greffe, tu as une vigueur qui te permet d'avoir vraiment 2 têtes très fortes. C'est cool que tu parles de ça parce que justement hier on était chez un maraîcher. Tu es greffé sur du F1? Oui. Et alors justement, il aimait pas ça, il disait que c'est pas normal de faire ça, c'est pas aller dans le bon sens. Ok. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas d'accord avec lui. Après, chacun son avis et c'est ok, tu vois. Bien sûr. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des fermes qui fonctionnent. Il faut qu'on utilise les outils qu'on a à notre portée pour travailler normalement, tu vois. Pas s'user, c'est un métier qui est très très difficile. Ça peut être le bonheur, le paradis comme l'enfer, tu vois. Ça dépend ce que tu choisis. Et pour moi, si tu n'utilises pas les outils qui sont à ta portée, bah, c'est ton corps qui va devoir assumer. Tu vas devoir travailler plus, etc. Donc moi, le F1, ça me permet de ne pas avoir de maladie. Ça me permet de ne pas avoir de ravageurs. Ça me permet d'avoir une vigueur. Ça permet d'avoir un outil de travail qui fonctionne. C'est ta variété entière qui est F1
Ou est-ce que c'est juste ton porte-greffe? C'est des porte-greffes F1 et c'est des variétés anciennes. Mais pas sur toutes. Tu D'accord. vois, là, tu vas avoir des variétés anciennes. Et là, tu vas avoir des variétés qui s'appellent des Paolina, qui sont des variétés F1. Un peu la tomate de kebab, j'appelle ça. Et donc ça va produire, mais ça va te faire ta base. Normalement, si t'es pas trop mauvais, tu vas la réussir, quoi, cette culture-là. Une grosse serre comme ça avec autant de tomates, le mildiou, qu'est-ce qu'il en dit? Bah, c'est vrai qu'on a des densités, comment tu dis, genre débiles. Bah, des densités débiles, si t'as envie de dire comme ça, on peut dire comme ça. Des densités... aberrantes, pour reprendre... Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est qui a dit ça? C'est le gars qui fait des voitures, là. Ah oui, il s'appelle ah oui, il est trop cool ce gars, GMK. GMK, voilà. Là, on est clairement sur une densité de tomates aberrante. Voilà. Aberrante, mon frérot. Complète, tu vois, on est sur du 23 cm sur les tomates cerises, et en deux têtes. Hein. Ça veut dire que globalement, on est à 12 cm. Et sur les anciennes et les Paolina, on est à 30 cm. La serre, ici, on vient tous les lundis, on est à peu près 7-8. Ouais. Et on passe 8 heures dans la serre. On est gourmande, on est feuille, on est fruite. Avec cette densité aberrante, on peut se dire le mec va choper du mildiou. Bah non, parce que en fait on est très attentif à ça, si tu veux, c'est qu'on va venir effeuiller énormément. Ouais. Tu vois là, il n'y a plus trop de densité de feuilles, donc l'air circule. Et ensuite on a une serre qui s'ouvre automatiquement. Ah, c'est automatique? Ouais, sauf les portes. Et on va faire ce qu'on appelle du dégazage. C'est-à-dire que en fait, l'humidité elle arrive aux premières lueurs du jour. Et du coup, il faut que tu ouvres ta serre en grand, pile au moment où les températures commencent tout juste à monter, tu vois. Et là, tu vas enlever toute l'humidité. Mais ça veut dire que c'est un compromis à faire parce qu'au mois de juin, tu dois te lever à 5h30. Donc moi, j'ai envie de dormir et les gens ici, ils ont envie de dormir aussi. Donc tant qu'on n'a pas de maladie, on le fait un petit peu tranquillement. Et après, on est vraiment sérieux là-dessus. Mais tu vois, là, on n'a aucune maladie, on n'a fait aucun traitement, pas de cuivre, rien, pas de chauffage, pas rien. Et on n'a pas de mildiou, tu vois. Pour avoir des plants déjà aussi vigoureux, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de la largeur, je vais vous montrer la largeur des plants, mais c'est quand même... Tu vois, c'est large comme un pouce là, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après là, tu as pris vraiment la pire, c'est-à-dire ça c'est de la Paolina. Pour le coup, ça c'est porte-greffe F1, plan F1. Ok. C'est fait pour ça quoi, tu vois. C'est fait pour faire de la tige, de la tomate, enfin c'est n'importe quoi. Pour avoir des plants aussi hauts en tout cas, ouais. Vous avez planté quand en pleine terre? Nous on plante le 1er mars. Et on fait ce qu'on appelle la technique de la solarisation. C'est-à-dire, c'est quoi? Donc la solarisation c'est utilisé dans le sud de la France pour anesthésier les sols. C'est des bâches qui sont transparentes, tu mets ça sur ton sol et ça va monter genre à 70 degrés et tu vas tuer tes pathogènes, etc. Okay. Nous, on est en Normandie, donc il y a un maraîcher malin qui est en Sologne qui s'appelle Patrick Mallier. Moi, ça m'a été enseigné par Baptiste Saunier, cette technique, donc merci à lui. Et donc on a juste réadapté, donc on fait ça, tu vois. Et vu qu'on est en Normandie, ça va chauffer le sol. Et donc au mois de mars, on est à 20 degrés dans le sol. Okay. Donc tu plantes ta tomate elle peut pas vraiment être bien si elle n'est pas à au moins 15 degrés dans le sol, tu vois, sinon elle végète. Et ensuite on va avoir des arceaux au-dessus des tomates, et tous les soirs on va voiler, tous les matins on va dévoiler. D'accord, pour éviter le gel. Ces arceaux là ils servent à ça en fait, c'était quand les tomates étaient petites. Ça c'est autre chose. Ça c'est pourquoi? Ça c'est des M de culture, on appelle ça. Ouais. Ça c'est parce que tes tomates elles vont monter tellement haut que tu vas devoir les décaler sur le rang. Okay. Et donc au final tu vas les coucher sur ces structures là. Wow. Pour pas qu'elles touchent le sol, tu vois. Ok. Genre là, la tomate, tu vois, à la fin, je sais pas, là, elle fait 1m50, à la fin, elle va faire 6-7 mètres, tu vois. Ah ouais. Bon, alors moi, peut-être que j'exagère un peu, mais elle va être longue, elle va être grande. Tu parlais de solarisation du sol. Ouais. Moi, c'est clairement mon crâne qui est en train de solariser, là. Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on sorte de la serre. Ouais, il fait chaud, hein. Il fait très, très chaud. Je vais mourir. Je sais pas si vous voyez les gouttes qui coulent le long de ma tête, ma vieille tête aberrante. Tu vois, les porte-greffes, c'est pas toujours bien, mais sur l'aubergine, c'est un truc de dingue. Parce que ça va lui donner une vigueur de dingue. C'est un arbre le truc quoi. Ah ouais. Et ça à la fin, limite tu cueilles des fruits quoi. Ah ouais. C'est un plant 4 têtes là. D'accord. Donc ça vraiment ça fait une énorme différence. Mais du coup, comme tu fais du plan greffé, c'est-à-dire que c'est que du plan que tu achètes? Je fais tous mes plans sauf mes plans de serre. Aujourd'hui, je maîtrise pas la technique de la greffe, tu vois. Ça me coûte assez cher, genre je crois que ça me coûte 9000 € de plan. C'est pas un risque que je suis prêt à prendre, tu vois. J'aimerais bien savoir le faire, mais c'est un des trucs les plus techniques, tu vois, en maraîchage la greffe. Tu les achètes chez qui? Chez Briand, qui est le plus gros fournisseur de plants de France, qui font beaucoup de plants biologiques. Un peu dérangeant de devoir être dépendant de fournisseurs de plants, pour ça j'aimerais bien faire mes greffes, mais pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Et là, tu vois, on a des concombres. Des concombres qui sont déjà magnifiques. On a envie de les récolter jeunes comme ça, là. On a envie de les là, prendre, tu peux y aller, tu peux le manger aussi. C'est vrai, je peux? Ouais, vas-y. Oh là 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 là! On n'a pas de couteau, donc je vais le tourner. Tiens. C'est concombre libanais, ça. Concombre libanais? C'est une variété qui est courte, tu vois, qui reste courte. Très peu d'eau dans ce concombre.
Ouais, t'as raison. Beaucoup de matière, c'est agréable. Ouais. Bah, c'est pareil, l'irrigation ici, tu sais, c'est des ordinateurs. C'est réglé et c'est toujours la même chose. Parce que tu me parles d'automatisation de la serre, automatisation de l'irrigation. Donc, j'ai envie de te poser une question. C'est l'investissement pour monter cette ferme, au début, il a dû être colossal, quoi. Ouais, bah, on a investi 400 000. On parle que de l'outil agricole. On parle pas de l'achat du terrain, on parle pas de l'achat de la maison, etc. C'est vraiment qu'est-ce que tu as dû acheter pour que tu aies un outil de production, quoi. La serre, par exemple, tu sais, on a un étang, on a 2 chambres froides. C'est un investissement qui est conséquent, mais après, nous, notre ambition, c'est d'être une ferme école, tu vois, sans prétention, mais genre, nous, on est là pour montrer des techniques de culture, donc le maraîchage biologique sur petite surface. On est arrivé à former des dizaines de personnes, pour l'instant, on est super content de ça et fiers, tu vois. Et t'es pas obligé de dépenser autant d'argent pour faire une ferme de ce type-là. C'est pas la question. Bah, on avait fait une vidéo avec justement 2 autres maraîchers dans ce système-là, Sylvain Couder et Jean-Michel Le Guen. On parle des chiffres. Et tu vois, moi je disais qu'en dessous de 100 000, pour moi c'est un peu périlleux de s'installer dans ce modèle-là. Ça va très vite l'agriculture, enfin, je pense que tu le sais maintenant, mais l'autre jour j'ai acheté 1000 arceaux. Bon bah c'est 1 euro l'arceau, bah 1000 euros. Tu vois, c'est tout le temps comme ça, quoi. Et du coup, cet argent, il vient d'où? T'as fait un crédit? Non. T'avais un apport? T'as fait un crowdfunding? Non, pas du tout. C'est de l'argent. Nous, on a la chance d'avoir tout ça en fonds propres. Parce que mon père, c'est un entrepreneur qui a fait une agence de voyage qui s'appelle Voyageurs du Monde, qui a réussi. Et du coup, il avait de l'argent, il a souhaité réinvestir là-dedans dans le projet familial. Et voilà, on est assez content. C'est un projet qui est quand même vertueux, tu vois, on est content. Il a aussi fait un restaurant solidaire qui s'appelle le Réfectorio. Souvent, on dit que c'est des sommes aberrantes. Mais en fait, quand tu regardes le champ d'en face, la moissonneuse-batteuse, elle coûte 350 000 balles, tu vois. Oui, c'est vrai que là, on parle ouvertement des chiffres et je pense qu'il y a plus d'une personne que ça va faire réagir, tu vois. Ouais. Comme tu le dis, oui, c'est des chiffres qui peuvent paraître énormes, surtout pour du maraîchage. Mais rendez-vous compte que les gens qui font des grosses fermes, des grosses cultures, on parle d'installations en millions d'euros parfois. Ouais. Donc 400 000 euros pour un modèle agricole qui fonctionne, c'est énorme. Là où effectivement je pense que les gens vont réagir, c'est que bon, tu as eu la chance, comme tu le dis, et c'est sympa de le dire, que ton père a pu investir dedans. Maintenant, est-ce que tu sais s'il y a des gens qui peuvent répliquer ce modèle en allant chercher de l'argent ailleurs? Est-ce qu'il y a des banques qui sont prêts à suivre ce genre de projet ou des investisseurs, je sais pas? Bah écoute, ça fait partie de notre rôle. Nous, on est entre guillemets des pionniers. Vu qu'on a eu la chance d'avoir l'argent, bon bah effectivement, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est sûr et certain. Mais l'idée, c'est que l'agriculture, l'écologie, tout ça, ce soit un bien commun. Tout le monde devrait avoir le droit de manger bio. Enfin, tu vois, l'environnement, il y a une crise écologique, je te l'apprends pas, donc. Une crise quoi? Donc écologique, tu vois. Ouais. Ouais. Je m'ai entendu parler. L'idée, c'est de dire, bah regardez, on va montrer tous nos chiffres. Tu vois, on dit, regardez, ça fonctionne. Et du coup, bah, peut-être que les banques, peut-être que les investisseurs, ils vont commencer à s'intéresser à ce genre de trucs et à financer les gens dont le rêve, c'est de faire ce type de ferme, tu vois. Et au final, tout le monde sera gagnant. Parce que ça fonctionne, tu vois. On peut parler de modèle économique, on peut parler aussi de tonnes de légumes, tu vois. On a produit 50 tonnes de légumes sur 1 hectare avec des méthodes en agroécologie. Alors, où est-ce que tu mets la limite de l'agroécologie? Est-ce que tu ne dois pas toucher du tout au sol? Est-ce que tu dois faire ci? Est-ce que tu dois faire ça? Peut-être. En tout cas, par rapport à ce qui se fait partout, c'est un immense progrès déjà, tu vois. Donc voilà, c'est ça qu'on défend et voilà, sans se prendre la tête. Est-ce que j'ai du concombre dans les dents? Non, ça va, mec. Ça va ou j'en ai pas? T'as arrêté de fumer? Ouais. Ouais, c'est bien. Moi aussi. Du coup, là, on est dans la petite serre à plant. Bon, bah là, évidemment, vu qu'on est au mois de juin, il reste plus grand-chose parce que la majorité des légumes d'été ont été plantés, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette serre à plant? Bah écoute, c'est génial d'avoir une serre à plant parce que ça te permet de maîtriser toute la chaîne. Tu ne dépends pas d'un fournisseur de plants. Et vu que dans notre modèle, dès que tu as une planche de culture qui part, il faut tout de suite que tu replantes. Vraiment, on veut tout le temps qu'il y ait des légumes, des légumes, des légumes. Bah, avoir une serre à plant, ça te permet de gérer tout ça. Alors ce qui est chouette aussi, c'est que le chauffage ici, il se fait avec des nappes chauffantes. Donc tu vois, on a mis des arceaux ici pour que vraiment le chauffage se fasse que sur les tables. Là, elle est où la nappe chauffante? Parce que là, ici, je la vois pas. Alors là, on les a toutes enlevées parce qu'il fait trop chaud. Alors si tu veux, tu peux regarder ça. Donc ça, ce sont des bâches de bassin. Ouais. Donc on met la nappe chauffante. Les EPDM. Voilà. Ensuite, on met le PDM. Le PDM, ça va garder la chaleur, c'est noir. Ouais. Et donc, c'est assez économe en électricité. Attends. Parce qu'en plus, là, je vais installer ma pépinière à plant. Donc, on soit bien d'accord. Vous mettez d'abord la nappe chauffante. Oui. Et ensuite un EPDM. Oui. Ah, mais parce que vous faites des bacs à marée? Non. Pourquoi vous mettez le PDM alors? Parce que ça chauffe. C'est noir, ça chauffe, ça garde la chaleur. Oui, Alors, mais vu qu'il y a les plans par-dessus, normalement, le PDM ne voit pas le soleil. Si, parce que tu as toujours des tables qui sont pas complètes. Tu as toujours un peu de bâche qui pend, tu vois. Tu as toujours... ça y va, quoi. Ok, d'accord. Donc juste nappe chauffante, EPDM, pas de sable, pas d'isolant particulier? Bah nous, on a un autre problème, c'est que ça sèche. Mais
c'est moins grave que de dépenser de l'énergie, si tu veux. Parce que ça draine pas. Donc oui, effectivement, le sable serait intéressant, mais tu perds le côté isolant du matériau OPDM. Ta nappe chauffante, elle fait toute la taille de cette table là, parce que là, la table est super grande. Elle fait la moitié. On en a 2 par table. Et l'irrigation, du coup, par contre, c'est tout à la main? Tout à la lance, ouais. C'est-à-dire même quand tes plants sont tout petits, tu fais à la lance? Ouais. D'accord. Et pourquoi t'as pas mis un mini asperceur sur les plants là? Enfin, parce que moi je comptais mettre sur ma table vraiment ma nursery, tu vois, vraiment là où la graine n'a pas encore germé, mettre un mini asperceur. Ouais. Et après, une fois que les plants voilà, sont vraiment sortis, les mettre sur des grandes tables et les faire. Ouais, alors ce que tu peux faire aussi qui est pas mal, c'est tu sais, il y en a qui ont des vannes en dessous avec des bâches et après tu remplis par le dessous. Voilà, c'est ça, les tables à marée, je pensais que c'est ce que tu faisais avec le ça, PDM. c'est pas mal. Parce que ta plante, elle va boire l'eau. Et ça va être beaucoup plus efficace que tu vois un plant comme ça. Quand tu arroses par le dessus sur un plant qui est de cette taille-là, tu vas avoir ça qui est mouillé et ça qui est pas mouillé. Mais tu vois, c'est ce que je leur dis ici, c'est que moi j'ai très rarement perdu des plants parce qu'ils n'étaient pas assez arrosés. Par contre, j'ai souvent perdu des plants parce qu'ils étaient trop arrosés. Ah ouais. Tu vois, genre les maladies, tout ça, ça arrive vite. Et donc du coup, pas chauffé, mais ça c'est du coup la ventilation, c'est pourquoi? Au début, on voulait faire comme au Québec, on voulait utiliser du gaz pour chauffer toute la pépinière. C'est ce qu'ils font dans toutes les serres à plants industrielles. Mais on n'était pas très satisfait d'un point de vue écologique et non plus d'un point de vue économique. Donc là, on a une solution qui nous permet d'utiliser très peu d'énergie et qui est trop bien. On est super content. Cette serre, elle fait quelle taille? Oh, elle doit faire 100 mètres carrés, peut-être un peu plus, 300 mètres carrés. Et donc la majorité des plants, sauf les plants greffés, sont produits ici. Oui. Vous produisez combien de plants? Ouh là là, un paquet. Hein. C'est difficile à te dire ça. Plusieurs dizaines de milliers, je pense, je dirais. Ah ouais? Je pense, ouais. C'est vraiment le poumon de la ferme, quoi. Là, tu dois avoir 3 jardins, quoi, tu vois. C'est fou. Hein. Bon, du coup, on est allé au bureau, mais on a fait une petite pause au stand d'outils, quoi. Tu peux nous parler un petit peu de tous tes outils, parce que tu avais envie d'en tchatcher un petit peu. C'est hyper important, c'est la clé du système, si tu veux. C'est des outils à main, donc on n'a rien inventé. Tu vois, avec Jean-Martin, on est allé visiter les entrepôts des musées des maraîchers parisiens. Ouais. Et en fait, c'est les mêmes outils. Ah ouais? Ouais, c'est exactement pareil. C'est juste que là, on a adapté un petit peu avec la technologie actuelle. Mais tu vois, par exemple, nous, on n'a pas de tracteur. C'est vraiment un truc important parce que ça nous permet de faire un design de ferme qui est à échelle humaine. Ça, on n'arrête pas de le dire, c'est à échelle humaine, c'est à échelle humaine. Et donc, tu vois, ça, c'est un semoir à main. Tu prends ton semoir, tu fais un aller-retour, tu mets toute ta planche. Ça, c'est une houe maraîchère. Donc, ça te permet de désherber à main. Ça, c'est une herséterie. Ça, c'est un des outils les plus incroyables de la ferme. Ça te permet de désherber très efficacement. Tu sais, ils disent qu'en bio, le désherbage, c'est 50% du temps. Chez nous, c'est 10% du temps. Donc ça, tu vois, tu le prends, tu vas sur ta planche qui vient de germer, tu le passes et tu vas déchaumer toutes les petites pousses d'herbe. Comment tu fais la différence là avec ta herséterie pour ne pas abîmer ce que tu as planté toi? Tu le sais parce que tu as des stades en fait. Par exemple, la carotte, quand tu la fais sur compost, il faut que ta carotte, elle touche ta terre. Si elle touche ta terre, tu vas pas la déchaumer. Et de toute façon, tu t'en rends compte parce que tu prends ta herséterie. C'est ça qui est bien, c'est que c'est sur petite surface. Donc, tu viens avec ta herséterie, tu passes comme ça, et puis tu vas voir que sur 1 mètre, tu as tout défoncé, tu arrêtes, tu vois. Alors que si sur un tracteur, tu oublies ou je sais pas. C'est un peu, nous, notre fonctionnement, et on est très content de ça. Et tu vois, on pourrait se dire, oh, ils n'utilisent pas de tracteur, c'est des trimards et tout ça, mais en fait, non. Au final, on n'a pas besoin d'atteler d'outils, etc. Ça, c'est une récolteuse à salade avec la perceuse, tu vois. Dans les gens qui sont dans le game, Jean-Martin Fortier, on le connaît tous cet outil. Mais est-ce que tu peux expliquer aux gens qui découvrent un petit peu l'agriculture à travers cette chaîne, à quoi ça sert ça? Parce que moi, je trouve ça génial. Écoute, on a fait une vidéo avec Héloïse complètement à l'arrache. On était trop mal positionnés avec notre dos, genre on faisait n'importe quoi. Et cette vidéo, elle a plutôt bien marché, donc c'est pas mal qu'on en reparle maintenant. Mais tu dois jamais être comme ça, donc tu dois être sur tes jambes. En fait, imagine, tu as ta planche là, là, tu as le rouleau qui va tourner. Et tu as les lames qui vont couper la salade. Et donc tu fais ça, tu avances et tu vas récolter comme ça. Précise que tu avances avec une perceuse branchée dedans. Voilà, c'est ça. C'est un mécanisme avec une perceuse. D'ailleurs, la perceuse, elle se met ici. Là, tu vois. Tu mets la perceuse, tac, t'appuies dessus, ça roule, quoi. Et tout est comme ça ici, tu vois. Après, on dénigre pas les fermes qui ont des tracteurs, etc. Nous, on pense que ce mode de fonctionnement, il est cool. On le montre à tous ceux qui ont envie de le regarder. Et s'ils ont envie de faire pareil, c'est cool, tu vois. Mais il faut aussi des fermes avec des tracteurs. Forcément, il faut aussi... Tu vois, non, on va être beaucoup plus spécialisé sur les petites bottes, sur les légumes frais. On va pas faire de pommes de terre de conservation, on va pas faire de choux. Donc, c'est différent. Donc, pas de tracteur du tout. Comment tu prépares tes planches de culture? Alors on utilise un motoculteur, assez décrié le motoculteur parce que ça peut être physique.
Donc en passant, je peux te montrer aussi la brouette. C'est une brouette qui est inspirée donc, du quart du Vermont. Ça te permet de mettre beaucoup de légumes dans la brouette et en plus ça va sur les planches. Et maintenant on a upgradé, on a un Polaris, un buggy. Ouais. Et donc ça nous permet de gagner énormément de temps. Et sinon donc pour la préparation de planches, on utilise donc le motoculteur. C'est génial parce que tu peux atteler différents outils dessus. Tu as la herse rotative, tu as le broyeur, tu as le rotovateur et tu as la charrue rotative. Je sais pas si vous vous rendez compte les amis, mais c'est exactement les mêmes outils que tu mets d'habitude derrière un tracteur, mais en miniature quoi. C'est des outils Playmobil quelque part. C'est ça. Alors celui-là on l'utilise plus du tout parce que ça c'est un petit peu violent sur le sol, mais on l'utilisait au début parce qu'on avait besoin de le faire. Donc maintenant on utilise plutôt une herse rotative qui va tourner dans un sens, qui va pas abîmer le sol, etc. Selon si tu y crois ou pas, hein. C'est toujours une interprétation. Ensuite on a la tondeuse à fléau, donc ça va tondre tes engrais verts ou tes restes de culture. Et ensuite tu as la charrue rotative pour refaire tes planches permanentes. Tu vois, nos planches, elles sont toujours un petit peu surélevées pour que l'eau, elle descende et que ça réchauffe au printemps. Ces outils-là, ils sont un petit peu décriés. Tu vois, nous, on est quand même 7 à travailler. Donc, on fait des roulements sur le motoculteur. Maintenant que la ferme, elle a un sol maraîcher, tu vois, c'est beaucoup plus facile de passer le motoculteur. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a eu un peu mal au dos avec ce truc-là. Donc, tu peux aussi choisir de partir sur un micro-tracteur avec le même type d'outil. Il faut juste que les roues, elles fassent l'écartement de maraîchage biologique sur petite surface, qui s'appelle aussi bio-intensif. On n'en a pas parlé, mais c'est un terme qui fait un peu peur, donc j'évite de trop l'employer. Mais c'est intensif en biologie, c'est intensif en productivité, c'est pas intensif en engrais chimiques, etc. C'est un nouveau standard, si tu veux, la planche de 75. Parce que normalement, dans les fermes maraîchères, tu es sur 1,20 m. Et donc, les outils, ils sont tous adaptés à 75 cm, tu vois. Ça vient surtout des États-Unis et tout ça. Et donc, si tu veux partir sur un micro-tracteur, bah, il faut que tu aies quelque chose qui puisse être au-dessus des planches, avec des empattements qui vont 75 cm. C'est pour ça que vous avez ce tracteur là, qui lui fait pile la largeur des planches quoi. C'est un engin qui est vieux, je crois qu'il date de 1938. Il n'y a que moi qui l'utilise, tu vois, ici, parce que c'est quand même un outil qui est assez dangereux. Ah ouais? Bah, tu sais, en fait, l'embrayage, si tu te foires, tu peux partir au-dessus du tracteur, quoi. Ah, ok. Donc, il faut faire un peu gaffe. Si t'es pas formé, bah, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, ce qui est chouette, tu vois, c'est qu'on met la benne qui est là, on met du compost et on passe sur les planches et t'as quelqu'un qui est derrière qui va mettre le compost, tu vois. Donc ça, c'est cool. Mais ça nous sert qu'à ça, hein. Ou à bouger des bottes de foin, c'est tout. Oui, parce que c'est quand même pratique. On vend à peu près 50% en marché. Donc on a deux marchés, marché de Mortagne, marché de Bélem. Ensuite 10% en AMAP et 40% au restaurant, dont 10% en local et 30% à Paris. Hier, il y a eu à peu près 6 000 € de légumes qui allaient sur Paris, tu vois, qui étaient stockés donc, dans la chambre froide qui est là. Donc tu vois, pareil, c'est des investissements, mais voilà, c'est des chefs, donc il faut que les légumes soient nickel, quoi. Ok. Tu parles de livrer la restauration et ça c'est un truc, dans le monde paysan on a souvent ce problème parce que j'ai beaucoup d'amis maraîchers, j'ai aussi beaucoup d'amis restaurateurs. On aimerait bien travailler ensemble, mais le problème qu'on a c'est que souvent les restaurateurs ils vont être livrés quasiment quotidiennement et souvent c'est des petites quantités et du coup la livraison pour un maraîcher, faire une récolte juste pour un restaurateur et lui livrer, quelque part tu en as quasiment pour autant de livraison, enfin de transport que de produits. Comment tu règles ce problème-là toi? Bah écoute, avec le temps et avec la persévérance, si tu veux, nous on nous fait souvent la reproche, oui mais vous travaillez avec les grands restaurants, c'est pour ça que vous êtes rentable. Moi je suis pas d'accord avec ça parce qu'on a mis du temps et on a persévéré dans ce truc-là, tu vois. Genre ta commercialisation, ça peut être plein de choses différentes. Mais nous au début on livrait pour 10 balles, tu vois. Aujourd'hui on a des clients qui nous prennent 1500 balles de légumes en une livraison, tu vois. Ah quand même. Mais comment on fait? Faut leur expliquer. Au bout d'un moment, ils arrivent à travailler avec toi. Il faut comprendre, tu vois, que par exemple à Paris, il y a une boîte qui s'appelle Charrère ou les Vergers Saint-Eustache. Ils livrent tous les restaurants, tous les jours, 3 fois par jour, avec tous les produits. On se bat avec ces gens-là, tu vois. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un catalogue toutes les semaines sur WhatsApp et on rappelle tous les restaurateurs s'ils n'ont pas commandé, tu vois. Et s'ils nous répondent pas, on leur envoie un texto. Et ça, on le fait 2 fois par semaine pour 30 restaurants. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Plus tu les harcèles, plus ils vont commander, plus ils vont s'habituer, plus ça va le faire, tu vois. Et après, il y a une qualité. Genre, les produits maraîchers qu'on propose, ils vont être de bien meilleure qualité que les produits de chez Rungis, etc. Et on fait vraiment attention à ça. On enlève les feuilles jaunes, on lave tous les légumes, on les conditionne dans des caisses hermétiques qui gardent la fraîcheur. Donc tu vois, on met les légumes là-dedans, hop, en chambre froide, et ça reste vraiment très froid. Et c'est génial. Mais tu vois, tout ça, c'est Jean-Martin qui nous a appris, hein. Il y a quand même 10 000 restaurants à Paris, donc il y a de quoi faire. Donc là, Tom, on est un petit peu dans la maison mère, là. Bah c'est ça, c'est le bureau, tu vois. C'est là où tout se passe, tout est organisé. Donc tu vois, on a un tableau blanc. On met en vert tout ce qu'on va faire régulièrement, en bleu ce qu'on va faire, tu vois.
Donc le lundi, serre, mardi, vendredi, récolte, mercredi, transplant, semis direct, jeudi, pépinière, désherbage. Donc tu vois, ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à être efficace, à aller vite, etc. Donc là, on a la cartographie des jardins. Donc tu vois bien, ça c'est le temps et ça c'est le nombre de planches. Donc tu vois, A1 c'est jardin, il y a 10 planches. Et donc tu vois qu'il y a 3 successions. Donc n'importe quel employé, il peut voir, il a sa carte, il peut voir que le 15 juillet, ici, il y aura des pommes de terre et qu'après, le 15 août, il y aura des haricots verts et des oignons frais, tu vois. Ensuite, on a pas mal de petits documents. Il y a aussi quelques affiches, tu vois. Ouais, il y a des affiches qui traînent comme ça un peu. Ouais, tu vois, là, il y a les tomates, c'est pas mal. Ouais. Et à côté, c'est quoi? Je sais pas. C'est des gens que vous aimez bien? Ouais, ça, c'est un mec qui est cool. Je sais pas si tu connais, il fait des vidéos des rigolotes et tout. Petit point avant de se quitter, les amis, sur l'eau. Il y a ici une très jolie mare. Elle fait quelle taille? Elle fait 1000 m². 1000 m²? C'est la limite des normes. 1000 m², mais combien de profondeur? Oh, je dirais 2 mètres, 3 mètres. Au fond, tu vois. Creuser des étangs, c'est un truc de la permaculture. Tu vois, tu as un mec sur YouTube qui s'appelle Andrew Millison qui fait des vidéos sur comment créer ton étang. C'est un étang où on profite de la vie, tu vois, on n'en a pas beaucoup parlé dans cette vidéo, mais on a une super vie, quoi. On est tous ensemble, on travaille ensemble, et à la fin de la journée, on peut boire une petite bière au bord de l'eau, c'est génial, tu vois. Mais donc c'est aussi un bassin de rétention. Ouais. Tu vois, l'hiver, toutes les eaux de ruissellement, elles vont aller dans l'étang. Donc on capte les eaux quand elles sont là, au lieu que ça ruisselle, que ça lessive les sols, etc. Nous, on les capte. On se rend compte, on est vraiment sur un bassin versant, quoi. On est sur le point le plus bas. Hein. Ouais. Et ensuite, on va l'utiliser pour arroser les cultures l'été. Et tu as aussi des gouttières sur les toitures, donc de maisons et de serres. Et donc toutes les eaux vont être récupérées comme ça, et toutes les eaux de lavage vont aussi être récupérées. Ensuite, on a un petit forage qui est là en cas de sécheresse. Donc là, tu vois, le système n'est pas parfait. Pour qu'il soit parfait, il faudrait qu'il y ait une ligne d'arbres pour éviter l'évaporation de l'eau en été quand il fait très très chaud. En tout cas, on est très content d'avoir ça, ça nous permet de maîtriser la gestion de l'eau mieux. Tu pompes donc ton eau d'arrosage aussi là-dedans? Ouais, tout là-dedans. Ouais. Et donc du coup, tu as combien de mètres cubes? 2000 mètres cubes? Tu dois avoir 2000 mètres cubes, ouais. 2000 mètres cubes, ça te suffit? Non. Non, parce qu'après, tu as le forage. Je l'ai regardé il y a 1 an, ça faisait 2 ans, on avait pompé 2500 mètres cubes du forage en 2 ans. Après, il faudrait que je mette un compteur, tu vois, sur la pompe de l'étang pour savoir exactement combien d'eau je consomme, ça serait intéressant. Et ensuite, ce qui est génial, tu vois, c'est de créer des petites mares. C'est des mares naturelles qui vont se charger en eau l'hiver et qui vont être à sec l'été. Et ça va permettre de recharger les nappes aussi. En fait, maintenant, si tu veux, tu as 2 saisons. Tu as une saison des pluies, une saison de la sécheresse. C'est ce que je dis dans le spectacle. Voilà, et donc tu vois, tu as besoin de capter l'eau quand elle est là. Il faut faire des trous un peu partout. Ouais. En plus, la biodiversité adore ça. Et donc là, c'est une mare que vous avez creusée il y a combien de temps? Ça fait 4 ans. C'est-à-dire à la grosse pelle, vous avez fait appel à une entreprise de BTP, de travaux, quoi. Oui, mais tu peux le faire tout seul. Ah ouais? Justement, si tu regardes Andrew Millison sur YouTube, lui, c'est un pro des étangs. T'as Sepp Holzer aussi qui est très fort en étang, donc tu peux arriver à construire ton étang. C'est assez technique, mais si tu maîtrises un peu la pelle et tout, tu peux y arriver. Parce que du coup, vous avez fait venir juste un pelliste et après vous avez terminé, ou vous avez fait un étang clé en main? Nous, ils nous ont tout fait. Ils ont pris un retraité parce qu'eux, ils savaient même pas faire ça, tu vois. C'est quand même assez compliqué. Tu dois respecter des angles de pente. Tu vois, il a quand même fait une digue au fond. C'est un peu complexe, quoi. Mais c'est un élément central de la ferme, tu vois. Parce qu'on a beaucoup parlé des chiffres, on a beaucoup parlé de technique. Mais c'est aussi un style de vie. À la fin de la journée, ok, on a travaillé fort et tout ça, mais on se pose ici, on met de la musique, on boit des bières, on joue au foot, enfin on fait n'importe quoi, tu vois, mais en tout cas on a une belle vie, quoi. Franchement, on est bien. C'est cool que tu sois passé en tout cas. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup. C'était le top. Je trouve que ça se termine bien, c'est une belle fin de vidéo, il a bien conclu tout seul sans que j'ai eu besoin de lui poser de questions. Hein. Merci Tom. Merci mec.